qui fait écho au chapitre 2 et 3. Si vous avez suivi, on est un peu obligé de jongler avec les chapitres, mais ils se répondent de façon assez remarquable. On a eu donc un langage concréé par Dieu pour le premier homme, qui a été oublié, mais Dieu a laissé la possibilité à l'homme de le réparer, de refaire ses parlers. Donc, a nostro bene placito reparata, après la confusion qui ne fut rien d'autre donc que l'oubli du parler précédent. Et puisque l'homme est l'être le plus instable et le plus variable, on l'avait déjà vu un petit peu dans les livres 2 et 3, aucun parler ne peut être durable et permanent, mais il faut bien qu'il varie, comme tout ce qui est nôtre, par exemple les mœurs et les coutumes, en fonction de l'éloignement dans l'espace et le temps. Il lui a fallu tout ce parcours pour arriver à expliquer ce trait de variabilité et de le lier à la nature humaine. Et c'est pour cette raison qu'il n'est plus vu comme un trait négatif, même s'il y a des conséquences négatives. Mais enfin, moi, j'insiste sur ce point, c'est quand même quelque chose d'intéressant, que, alors que toute la tradition des commentaires sur Babel fait de la punition, fait de la diversité des langues une punition, pour Dante, c'est le contraire. La diversité des langues est l'effet de la nature humaine. Elle est la conséquence de la punition, mais elle n'en est pas l'effet. L'effet est simplement la liberté humaine qui fait que l'homme a des parlers variables. C'est quand même quelque chose d'intéressant dans la tradition chrétienne d'avoir quelqu'un qui dit que la diversité des langues n'est pas quelque chose de négatif et n'est pas une punition. C'est les conséquences de la faute, mais c'est aussi les conséquences du fait que Dieu a laissé les hommes refaire leur parler. Il n'a pas détruit évidemment leur faculté de langage, ça c'est les hypothèses Corti qu'on verra peut-être dans la discussion. Mais évidemment, il n'a pas détruit la faculté de langage, il n'a pas détruit la capacité à parler, puisque le parler est le propre de l'homme. Il a simplement fait oublier le parler précédent. Et là aussi, mais ça je laisse de côté, sur l'oubli, on a des sources, et en particulier des sources juives, sur l'idée que Babel aurait conduit à l'oubli du parler. Maurice Hollander avait expliqué ça, et il y a en effet des sources là-dessus. Cette idée d'oubli est intéressante. L'oubli, ça veut simplement dire que voilà, ce langage incréé, l'homme a perdu ce langage incréé qui lui avait été donné à l'origine. Donc, il recréa ses parlers en suivant sa propre nature, donc secundum bene placitum, qui fait écho à notre ad placitum du livre 3. Donc, la nature variable n'était donc pas en jeu pour Adam, puisque Adam ne créa pas sa langue, mais l'a reçue par don divin. Elle ne se manifeste qu'à un moment particulier de l'histoire humaine, au moment où l'homme dut réinventer ses parlers. Et pour cette raison, elle devint un trait caractéristique des langues vulgaires. Autrement dit, le trait de naturalité, la nature du langage se manifeste après Babel. Là aussi, il y aurait beaucoup à dire, je lance juste des petites pistes, on pourrait revenir. C'est quelque chose qu'on a étudié avec Gianluca Briguglia dans un livre sur Adam, la nature humaine avant-après. Enfin, c'est un recueil d'articles. C'est très intéressant de voir que cette histoire humaine, elle est pensée avec Augustin comme scindée par le péché originel ou par le péché de Babel, et qu'évidemment, quand Aristote arrive par-dessus, puisqu'il arrive après Augustin, si je puis dire, dans la pensée médiévale, quand Aristote arrive, on n'a qu'une seule nature humaine. On a une nature sociale, on a une nature parlante, et donc il faut agencer les deux. Et il y a pas mal d'auteurs pour qui la nature humaine, d'une certaine façon, elle se révèle après le péché. Et si on réfléchit à Thomas d'Aquin, c'est tout à fait consonant, c'est-à-dire que l'homme, avant le péché, a des dons surnaturels qui surélèvent sa nature, et après le péché, il devient livré à ses propres forces, si on peut dire. Il a perdu ses dons surnaturels, et il est laissé à sa nature. Donc la nature humaine, elle est après le péché. On a des auteurs qui le disent pour la politique, pour un certain nombre de choses. C'est intéressant ici par rapport à ce trait de naturalité. La naturalité, elle se révèle après Babel. Bon, donc on avance. Donc, le trait ad placitum du langage humain, expliqué en termes philosophiques dans les premiers chapitres, se voit maintenant historiquement situé en une période particulière de l'histoire humaine, et en outre expliqué par le bene placitum qui gouverne toute invention humaine. Donc ces deux traits, la variabilité et le fait d'être ad placitum, qui étaient déjà présents dans le banquet et qui valaient comme argument en défaveur du vulgaire, reçoivent une nouvelle explication dans le De Vulgari, à la fois philosophique dans les chapitres 2-3 et historique dans les chapitres dits bibliques.
on comprend maintenant pourquoi, dans le premier chapitre, le vulgaire était déclaré plus noble au titre de son caractère naturel. Et ce caractère naturel, je l'avais déjà dit tout à l'heure, mais maintenant on comprend pourquoi, c'est une nouveauté par rapport au banquet. Et variabilité, bénéplacitum et naturalité seront de nouveau associés de façon remarquable dans les chapitres du Paradis 26 bien connus, et de façon encore plus radicale, puisque ces traits vont caractériser, donc les trois traits, naturalité, bénéplacitum et variabilité, vont non pas seulement caractériser le langage de l'homme après Babel, une fois qu'il a réinventé ses parlers, mais va caractériser tout langage, y compris celui d'Adam, qui est maintenant créateur de son langage, et donc, puisqu'il est créateur de son langage, son propre langage devient soumis à ces lois, qui sont les lois de tout langage humain. Donc, comme le langage d'Adam dépend du piacere human, per lo piacere human che rinovella, vers 128, et on se rappelle évidemment le piacere, c'est le appiacimento du convivio, le ad placitum, le beneplacitum, on a toute une série ici. Donc, ce premier langage fut soumis à variation, et ce, bien avant Babel. Ce point est essentiel puisque c'est dans le paradis que c'est dit, et que c'est, comme le dit justement Giambattista Gelli dans sa leçon, c'est Adam lui-même qui le dit. Donc, je crois que j'ai pris le texte. Oui, vous avez les textes ici. Il dit c'est Adam lui-même qui le dit. Giambattista Gelli essaye d'expliquer la variabilité telle qu'il la lit dans le paradis, et il dit mais Dante a fait mettre cette variabilité, cette naturalité, ce placitum du langage dans la bouche même d'Adam. Et d'autre part, non seulement ça, mais l'exemple qu'il a pris, c'est l'exemple le plus énorme, le plus massif, le plus important qu'il a pu prendre, puisqu'il a pris l'exemple des noms de Dieu. C'est-à-dire que si même les noms de Dieu ont pu varier, a fortiori tout langage est variable. Et ça, Gelli le note, et c'est quelque chose de très intéressant dans ce texte du paradis. On peut lire le passage, vous le connaissez. Donc, ma langue alors parlait s'éteignit toute, bien avant qu'à l'ouvrage inachevable s'appliquât la race de Nemrod, donc bien avant Babel, car jamais nul effet de la raison par le plaisir humain qui change en suivant le ciel ne fut toujours durable, œuvre de nature et que l'homme parle, mais ainsi ou ainsi, nature vous le laisse faire ensuite vous-même comme il vous plaît. Le secondo che va bella, comme dit Gelli, c'est une expression provençale, etc. C'est aussi une autre façon de dire ad placitum, a piacimento, etc. Avant que je descende à l'angoisse d'enfer, I était sur terre le nom du bien suprême, d'où me vient la joie qui m'enveloppe, et par la suite on le nommant elle, et ciò conviene, c'est-à-dire, et ça convient. Et ceci convient, car l'usage des mortels, là on retrouve Horace, car l'usage des mortels est comme feuille sur la branche, l'une s'en va et l'autre vient. Donc vous voyez comment on arrive là à la fin de la boucle, et de façon encore plus radicale, puisque dès le premier langage, c'est Adam qui est maître et créateur, maître de son langage, et donc que le langage varie. Même Babel est éclipsé, alors que, par parenthèse, il est question de Babel dans l'enfer et dans le purgatoire, des termes différents. Mais là, dans le paradis, on est à autre chose. Le chapitre 9, donc on oublie un peu souvent, est important, non seulement parce que c'est vraiment celui-là qui donne l'explication de ce qui était une sorte d'aporie difficile dans le banquet, mais aussi parce que Dante ne donne pas seulement la raison de l'invention des parlers vulgaires et de leur nature, mais aussi l'invention du parler secondaire. Il dit, certains hommes, voyant que ce parler était variable, ont décidé d'inventer un autre type de langage qui se retrouve fixé à travers le consensus de divers peuples. Les docteurs, en effet, sentirent le besoin d'avoir un parler qui manifeste une inaltérable identité dans le temps et dans l'espace, donc la grammatica, le latin, le deuxième mode d'expression qui était déjà défini dans le premier chapitre. Donc un parler qui, non soumis à l'arbitraire et au placitum individuel, ne pourrait pas changer, un parler clairement destiné à transmettre de manière stable le savoir et les autorités qu'il énonce. Donc là, on a les deux parlers qui étaient déjà dans le banquet opposé, qui étaient déjà annoncés dans le premier chapitre.
Le chapitre du banquier renvoie de façon claire à ce chapitre 9, on l'a montré dans le détail, mais avec une grosse différence, c'est qu'on n'a plus de jugement de valeur. Là, c'est des modes d'expression inventés par les hommes pour deux buts différents, enfin, pas pour deux buts différents. Le premier, qui dépend de ce qu'il est, enfin, c'est un être instable, donc il invente un langage instable, et l'autre qui est une sorte de réaction pour l'invention d'un langage savant, qui est pour une minorité, pour les littératies, etc. Donc là, on a les deux, mais c'est pour des objectifs et des finalités différentes, mais à ce même moment, dans la période post-babélique. Autre point. Ensuite, le moment suivant du De Vulgari, c'est celui du chapitre 16. Donc la nature des vulgaires, le fait qu'ils soient instables, divisibles à l'infini, etc., il y en a plus d'un millier dans l'Italie et autres, a donc pour conséquence qu'il subit de nombreuses divisions et qu'il existe des dissonances entre tous ces vulgaires italiens. Et ces dissonances, elles ont beau être dues à la nature instable et variable de l'homme, elles ont quand même des conséquences négatives, c'est qu'elles sont des empêchements à la communication entre les hommes et à la réalisation d'un but commun. D'où l'idée de trouver une langue qui puisse unifier toute cette diversité. Dante, comme on le sait, il commence par la chasser dans les diversités italiennes et il n'y trouve que des parlers défectueux, des vers mal ficelés, si on peut dire, des parlers incapables d'assumer une telle fonction, y compris le toscan, ce que lui reprocheront les auteurs de la Renaissance, tandis qu'il rencontre dans chaque cité, par contre, des excellents poètes qui ont réussi à se détourner divers terres de leur parler maternel. Il le dit à propos de son séjour dans diverses cités. Revenant donc les mains vides de cette longue chasse, Dante décide de procéder de façon différente. Autrement dit, il n'a pas trouvé empiriquement la langue qu'il cherchait, il va la chercher autrement. Et là aussi, je crois que j'ai mis le... voilà. Et là aussi, il dit, étant donné qu'on ne l'a pas trouvé de façon empirique, rationabilius, à chaque fois qu'il y a la raison, il y a quelque chose d'important, on l'a vu avec Adam. Donc nous allons chercher, par la raison, nous allons chercher la solution, et cette solution est différente. Donc il dit, reprenant donc, je traduis, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis la traduction ici, il dit, après avoir chassé dans les forêts et pâturages d'Italie, sans trouver la panthère que nous traquons, nous partirons à sa recherche pour la débusquer d'une manière plus rationnelle, afin, au prix d'efforts soutenus, de la prendre une fois pour toutes dans nos filets, elle qui exhale son parfum partout et n'apparaît nulle part. Reprenant donc nos épieux de chasse, nous disons que dans tous les genres de choses, il y a nécessairement un quelque chose à l'aune duquel comparer et peser toutes les choses de ce genre et dont nous tirons une mesure pour toutes les autres, de même que dans le genre du nombre, tous les nombres sont mesurés par l'un et on les dit grands ou petits selon qu'ils sont plus ou moins distants ou proches de l'un, de même que dans le genre des couleurs, toutes sont mesurées par le blanc, etc. Et ce que nous disons des choses qui relèvent de la quantité et de la qualité, nous pensons qu'on peut le dire de la même manière de n'importe quelle catégorie, et même la substance, etc. Donc, il utilise ce principe de la reductio ad unum, un principe qui a toute une histoire, qui est un principe qui est tiré donc de la métaphysique d'Aristote, la métaphysique d'Aristote commentée par Averroès, qui énonce donc l'existence dans chaque genre d'un unum qui soit la règle et la mesure de tout ce qui se trouve dans ce genre. Ce même principe était utilisé par Bonaventure, par exemple, Thomas d'Aquin et d'autres théologiens, pour proclamer la suprématie du pape sur l'empereur. Dans la monarchie, par contre, ultérieurement, Dante va utiliser ce principe contre cette revendication. Puisque le pape et l'empereur, le gouvernement spirituel et le gouvernement temporel ne sont pas dans le même genre, le premier ne peut être subordonné au second, mais ils doivent être ensemble sous un genre commun. Ils doivent être subordonnés à Dieu. On sait que Dante va ensuite associer l'autonomie du pouvoir temporel sur le pouvoir spirituel avec l'existence de deux félicités qui ne sont pas subordonnées l'une à l'autre. Donc ce principe est important et en réalité les commentateurs de la monarchie se sont intéressés au principe dans le De Vulgari. Le principe dans le De Vulgari n'avait pas été trop remarqué alors qu'il est extrêmement présent, essentiel, important. Donc ce principe métaphysique est lié à un autre principe qui est emprunté à la politique d'Aristote et qui énonce la nécessité
dans chaque communauté ayant un but commun, d'avoir un gouvernant et des gouvernés. Bon, vous avez un certain nombre de textes, vous l'avez dans la monarchie et vous l'avez dans le banquet, en particulier dans ce chapitre sur le compagnievole animale, où il dit exactement la même chose. Et il cite la politique. À ces raisons peuvent être reconduites les paroles du philosophe dans la politique, où il est dit que lorsque plusieurs choses sont ordonnées en vue d'une seule fin, il convient que l'une d'entre elles soit la règle ou la régente des autres, et que toutes celles-ci soient régies et régulées par d'autres. Et il le dit dans la monarchie, enfin c'est une idée importante. Il le dit. Donc l'idée c'est que pour que l'homme soit compagnievole animale, et pour que l'homme vit en société, il vit, et ça il suit bien la politique, il dit qu'on a l'homme vit dans différents cercles concentriques et agencés l'un à l'autre, il vit dans sa famille, il vit dans son quartier, dans sa cité, dans son royaume, puis il y aura l'empire. Et il dit dans chaque civilité, c'est ça la civilitas, c'est évidemment pas la civilisation. Dans chaque civilitas, c'est, je crois, un intraduisible vraiment, la civilitas. Donc dans chaque civilitas, il faut un gouvernement et des règles. Il faut des règles et il faut un gouvernement, il faut des lois, il faut une mesure. C'est ça vraiment cette conception. Et ça, un peu comme le père de famille, et vous allez voir que le vulgaire illustre va être comparé au père de famille dans la famille, justement. On a la même idée d'ailleurs dans le Purgatoire, quand il dit qu'il faut qu'il y ait des règles et des freins, et que ce qui fait que le monde va mal, c'est le mauvais gouvernement, et que le mauvais gouvernement que les hommes doivent faire, on connaît ces passages importants du Purgatoire, les freins et les guides. Le guide, c'est le gouvernement, et les freins, ce sont les lois. Dans la monarchie, l'idée est développée un peu plus avant dans le livre 3, en renvoyant à l'état imparfait de l'homme après la chute. Pour Dante comme chrétien, le péché originel marque un tournant dans la destinée humaine. C'est en raison du péché originel, là il est augustinien à fond, si on peut dire, c'est en raison du péché originel que l'homme ne peut pas atteindre ces deux finalités, la finalité naturelle qui est celle de tout homme, la finalité surnaturelle qui est réservée aux chrétiens. Et pour la finalité naturelle sur cette terre, l'homme a besoin de gouvernement. Donc, revenant au De Vulgari Eloquentia, Dante, dans ce chapitre 16, utilise ce principe de la métaphysique pour expliquer la nécessité d'avoir un vulgaire illustre qui soit le unum dans le genre des parlers vulgaires, tout comme il existe un unum pour diriger l'homme en tant qu'homme, en tant qu'homme citoyen, en tant qu'homme italien, et pour mesurer les trois éléments qui définissent la vie civile et politique, les mœurs, les coutumes et le parler. Donc, mœurs, coutumes et parler, les trois ingrédients d'une vie civile. Donc, en revendiquant la nécessité d'un vulgaire illustre, Dante agit pour forger une des conditions du futur royaume italien, la condition linguistique, puisque sa fonction sera de servir de règles et de mesures pour les vulgaires parlés dans chaque cité et région de l'Italie linguistiquement divisée. La curia, la future cour des Italiens, sera en fait constituée de ces poètes dispersés qu'il a rencontrés dans les différentes cités. Comme on le sait, il prend le modèle de la cour de Frédéric II. Il dit d'ailleurs qu'il appelle les nobles, les cœurs nobles que sont Frédéric II et Manfred, son fils, avaient rassemblé les poètes à la cour de Sicile. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est ça que lui, grâce à la raison, veut faire, c'est-à-dire que les poètes dispersés qui étaient chacun dans leur cité doivent être rassemblés pour forger ensemble ce vulgaire illustre qui sera destiné à élever les parlers vulgaires, à les régir, à les rassembler, tout en laissant leur diversité. Autrement dit, il ne veut pas, je disais tout à l'heure qu'il est intéressant d'entendre ceux que pour lui la variabilité n'est pas quelque chose de négatif qui serait une conséquence du péché. Il ne veut pas l'abolir, la variabilité, puisqu'elle est naturelle. Il veut juste la régir, la régler, lui permettre quand même, avec cette variabilité, d'avoir une forme d'unité. Le péché originel, donc comme le péché de Babel, marque une fracture qui n'est pas vue comme une perte irrémédiable qui ne peut laisser à l'homme que la perspective pessimiste de l'attente d'un royaume où serait retrouvée une intercompréhension perdue, mais comme un événement qui ouvre pour l'homme sur les conditions de sa vie terrestre, conditions qui comportent à la fois liberté et contrainte.
De même que les hommes reçurent la raison naturelle pour atteindre leur but sur terre, ils reçurent la capacité de reconstruire leur parler, et tout comme un bon gouvernement et des lois sont requises comme remède pour vivre en société, le vulgaire illustre est requis pour unifier les hommes et permettre la vie commune dans la cité italienne. Il est remarquable que tout comme un gouvernement et des lois sont requises pour chacune des civilitates humaines, donc de la famille à l'Empire, depuis la plus petite jusqu'à la plus élevée, de même il doit y avoir un vulgaire illustre dans chaque division géographique de l'Italie, jusqu'à l'Italie entière. Donc la fonction de ce vulgaire illustre est définie avec 4 épithètes, c'est bien connu, illustre, cardinal, olicum et curiale. Chacune indique une fonction. Illustre indique le mouvement vertical, la fonction d'illuminer les différents parlers vulgaires. Cardinal est exemplifié de manière intéressante par la comparaison avec le chef de famille. Donc ça, c'est le pater familias. Le chef de famille, ça vient donc de la politique d'Aristote, qui est à la tête de la plus petite des communautés humaines. Le père de famille est avec sa famille, comme le berger avec ses moutons, comme le jardinier avec les buissons. À chaque fois, bien sûr, ils ne peuvent pas empêcher le mouvement naturel de la vie. Mais il doit simplement, à un certain moment, les rassembler pour les ramener à l'unité, pour qu'ils puissent continuer à vivre ensemble. Et de la même façon, le vulgaire illustre n'a pas pour but d'abolir la variabilité et la division des parlers vulgaires, qui est naturelle et dépendent de la nature humaine, mais seulement de les régir. Je vais rapidement, je vois que j'ai été extrêmement bavarde, je vais quand même à mon dernier point sur la noblesse, et puis je m'arrête parce que je voudrais qu'on ait le temps de discuter. Donc le vulgaire illustre est l'homme noble du banquet, du 4e livre du banquet. Donc c'est le dernier point que je voulais aborder, qui nous renvoie à la notion de nobilitas, de noblesse. Une fois que le vulgaire illustre a été défini dans tous ces chapitres, l'épithète noble est utilisée sans cesse et au superlatif pour le décrire. Dans le livre 1 du De Vulgari Eloquentia, on a assez peu d'occurrences du terme noble. On l'a pour Manfred et Frédéric, entre autres. On l'a pour Adam, quand même. Donc c'est important, le nobilissimum animal. Mais le plus important, c'est de voir que dans le 2e livre du De Vulgari, on a la noblesse absolument partout. On a, je ne sais combien je les ai comptés, les occurrences de l'adjectif, toujours au superlatif. Vous l'avez en particulier dans le chapitre, c'est intéressant, dans le chapitre qui définit la chanson comme le genre le plus noble. Vous voyez, je les ai mis en rouge, noblesse, noble, etc. Enfin, il y a quand même quelque chose à voir entre la noblesse du 4e livre et cette noblesse du vulgaire illustre. Et c'est important pour moi puisque ça montre qu'en fait, c'est cette noblesse ainsi définie du vulgaire illustre qui permet de dépasser l'alternative première du banquet. Donc je vais vite pour simplement dire, pour terminer, qu'il y a des parallèles qu'on pourrait développer plus avant entre le Conte Vivio et le De Vulgari. On a d'ailleurs l'ouverture, puisque l'ouverture du banquet, c'est tous les hommes désirent naturellement savoir, et l'ouverture du De Vulgari, c'est tous les hommes, et les femmes et les enfants, ont un appétit naturel vers l'éloquence en vulgaire. Dans les deux cas, il y a des empêchements à ce désir que Dante essaye de pallier. Dans les deux cas, il y a des différences entre les hommes, pour l'accès au savoir comme pour l'accès au langage policé. Et les différences entre les hommes, je laisse de côté, mais il y a des principes identiques. Et évidemment, il y a des différences entre les hommes pour le savoir. Il y a des hommes, comme vous le savez, comme le dit Dante, qui sont presque comme des dieux, et d'autres qui sont presque comme des bêtes, comme la lumière du soleil, qui est, elle, identique, ou la lumière divine, qui est identique, mais qui est reçue différemment en fonction de la matière, c'est-à-dire en fonction du récepteur, ce qui explique la différence. Et bien sûr, c'est ce qu'il a fait en visitant les cités italiennes. Il a vu des excellents poètes et des poètes absolument mauvais et des mauvais locuteurs. Donc la grâce est inégalement, si on peut dire, enfin la grâce, je reviendrai après, les compétences sont inégalement développées, même si elles émanent de façon égale. Donc, la noblesse, dans le livre 4, devient un don gracieux, un signe de l'élection divine. Et en même temps, et ça c'est un point important si on veut rapprocher les deux traités, elle donne à celui qui la possède une fonction, un rôle
une mission, si on veut, dans la cité des hommes. De la même manière que la noblesse que certains poètes possèdent, ceux qui ont réussi à se détourner de leur parler maternel est un don, que Dante fut capable de reconnaître à ses fruits, de la même façon, les hommes nobles ont une fonction dans la société et ils doivent l'assumer. Autrement dit, le don n'est pas pour lui-même ou pour les richesses, pour le propre bénéfice, mais pour le bien commun. Cette idée de bien commun est importante. Et dans les deux cas, pour donner un autre rapprochement entre les deux traités, dans les deux cas, Dante se donne pour mission d'éduquer, c'est-à-dire d'éduquer les hommes nobles, la nouvelle classe noble qui doit prendre en charge le bien commun dans le banquet, et d'éduquer ces nobles poètes qui ont peut-être un don. Comme il dit, ils ne doivent pas se contenter de leur ingenium, c'est-à-dire de leur génie, mais ils doivent aussi apprendre. Et c'est ce que fait Dante dans le deuxième chapitre du De Vulgare. Donc ce rapprochement entre le De Vulgare et le Convivio, je crois, tient par plusieurs aspects. Donc, je termine, conclusion. Dante va beaucoup plus loin dans le De Vulgare que dans le Convivio. Il ne s'en tient pas à une simple comparaison dans l'état présent entre le vulgaire et le latin. Il énumère les caractéristiques de chacun, on l'a vu. Il explique philosophiquement la nature du langage et il situe leur invention historiquement. Le vulgaire naturel correspond à la nature de l'homme. Chacun a des affects et des désirs singuliers qu'il doit communiquer aux autres, puisqu'il est par nature un animal social, compagnévole et animal. Donc le parcours historique permet de reparer 3 moments dans l'histoire linguistique des hommes, avec 3 types de langage, si on veut. Le premier correspond à l'infusion d'un langage surnaturel, donc un langage surnaturel, le langage d'Adam. Le deuxième, après la privation de ce langage en raison du péché de Babel, l'invention des deux parlers, des deux modes d'expression qui sont disponibles pour le genre humain, le parler vulgaire et le parler secondaire, le parler savant. Et ensuite, troisième point, l'invention du vulgaire illustre pour pallier ce trait de variabilité qui a des inconvénients, si on veut. À partir de ce moment-là, il faut un parler vulgaire qui soit le plus noble, qui soit un unum, qui puisse avoir cette fonction de regens, comme il le dit dans les traités sur la politique. Et donc le vulgaire illustre va jouer le même rôle que l'homme noble, de même que l'homme noble devra gouverner la civilitas humaine. Le vulgaire illustre, optimum in genere suo, sera le plus noble de tous les vulgaires et devra jouer un rôle unificateur pour la cité des Italiens. Excusez-moi d'avoir été trop bavard. Merci. Merci Irène pour cette splendide synthèse qui nous rappelle peut-être 2 choses. La première, c'est que si nous sommes si attachés à Dante, c'est qu'il est un des textes qui comporte un nombre de contradictions, en tout cas apparentes, si impressionnant que, au fond, l'esprit est mis en mouvement par ces contradictions et que nous travaillons non seulement à comprendre ce qu'il dit, mais à surmonter les contradictions de son discours. Et il nous met, au fond, en demeure de considérer un classique qui comporte des contradictions. Alors on peut dire que c'est une pensée dialectique, c'est une façon de le dire, mais d'une façon peut-être moins technique, on peut simplement enregistrer le fait qu'il nous livre une image de l'Occident qui est non pas glacée dans un énoncé unique, mais aussi plutôt pris dans une diversité qui est dynamique et ne cesse de s'opposer et au fond on appelle à un plus haut sens pour s'ordonner. Ça c'est la première remarque que je voulais faire en hommage à ton travail. La deuxième, c'est que chacun peut se rendre compte ici, c'est que s'il nous restait de Dante que 5 pages du De Vulgare Eloquentia, on aurait déjà affaire à l'un des plus grands textes de la bibliothèque occidentale. C'est-à-dire que ces textes-là suffiraient à le rendre 1000 fois éternel. Et quand on pense que c'est à peu près 5% de son travail, ça laisse songeur. Et qu'il n'a pas été lu. Oui, en plus, ou mal, ou très mal, 2 siècles après. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que, peut-être que vous serez d'accord avec moi, la renaissance dantesque au début du XXe siècle est quand même liée au fait d'une meilleure lecture de cet ouvrage et que les éditions successives, à commencer par celle de Marigot, ont rendu possible une meilleure évaluation de l'ensemble de l'œuvre. Il a été à la fois l'objet le plus
perdu, mais aussi l'objet de toute la Renaissance et d'un vrai foyer d'intelligence. Par ailleurs, on ne peut que te remercier de montrer quand même ce qu'on pourrait appeler la vitalité humaniste de cet auteur, puisque sur des cadres théologiques bien définis que tu as rappelés, il propose des innovations, mais pas simplement des innovations en général, mais des innovations qui signifient qu'une nature est possible, qu'elle est liée éminemment à la liberté, et qu'elle donne lieu à une nouvelle constitution humaine, soit dans la parole, soit dans la politique. Donc, on fera ce qu'on voudra de la vieille idée Dante comme premier acte de l'humanisme européen ou de l'humanisme italien, mais s'il y a un lieu, en tout cas, pour vérifier le caractère général de cette hypothèse, c'est bien dans les textes que tu as donnés, puisqu'il y a cette espèce de surgissement de la nature comme un personnage qui devient une alternative au monde théologique. Ça, tu l'as montré d'une façon extrêmement rigoureuse. Enfin, tu as montré à quel point le même schéma ou les mêmes schémas se mouvaient à l'intérieur du corpus et valaient à la fois donc, pour les deux œuvres jumelles, c'est-à-dire le Convivio et puis le Vulgari, mais aussi pour la théorie politique, mais aussi pour les moments clés du paradis, c'est-à-dire finalement pour le caractère rétrospectif des derniers chants et de l'achèvement de son œuvre. Ce qui fait que il me semble qu'on a à la fois une œuvre qui ne cesse de se recommencer, qui ne cesse au fond de se prouver elle-même qu'elle est nécessaire, et en même temps, elle est unie par le transfert de modèles, dont un des principaux, tu l'as rappelé, c'est le principe du premier ordonnateur, de la mesure, de la blancheur, puisque le modèle c'est la blancheur, hein, de la blancheur illuminatrice qui est reçue par des sujets plus ou moins opaques dans leur caractère matériel. Donc, je pense qu'on a plusieurs dossiers à évoquer ensemble, et je vais laisser tout de suite la parole au public. Ce problème de l'idiome, des rapports entre l'idiome et la locution, le rapport entre la locution et le verbum, peut-être tu n'en as pas parlé du tout. Ça serait peut-être intéressant de donner un statut au verbum. Ça y est pas? Peu, c'est très peu. C'est un vrai problème, hein, qu'une théologie du verbe, parce que quand même c'est une théologie du verbe, le christianisme se réinterprète à partir de l'opposition idioma-locution. Il y a une idée là-dessus? Alors, je l'ai pas dit en effet. Locution, c'est, je crois vraiment que c'est le mode d'expression. C'est le fait de parler à autrui. Moi, j'ai traduit parler, j'ai proposé parler, et après, j'ai vu que Trissino, quand il a traduit en italien, il traduit parlare, donc ça m'a bien plu, il parlare. Donc ça allait très bien. Je crois que c'est le parler, mais le sens du parler à autrui. Et quand on lit, entre parenthèses, les textes sur la locution angelica, ce que je me suis mis à faire pour comprendre Dante, en fait, c'est vraiment le parler à autrui pour les anges, puisque ce qui est important, c'est la communication ad alterum. Il le dit d'ailleurs dans le banquet, parler n'est rien d'autre que manifester à autrui. Il reprend la définition qu'on trouve chez Thomas d'Aquin et chez d'autres. Donc, locutio, c'est vraiment parler à autrui, parce que pour un ange, ça peut pas être parler, c'est pas le fait d'avoir, comme dit Boès, je sais pas, des artères, une trachée, comme dit Aristote, etc. Ça peut pas être des choses comme ça peut être autre chose, c'est quelque chose de plus essentiel, et c'est donc de parler ad alterum. La différence entre la pensée et la locutio, entre la cogitatio et la locutio, techniquement, hein, dans les textes sur les anges, c'est vraiment que la locutio est une pensée adressée ad alterum. C'est pour ça que c'est important qu'il utilise le terme locutio. Et alors, idioma, il l'utilise pour la première fois quand il parle de l'hébreu. C'est-à-dire qu'une fois que Dieu a donné à l'homme une certa forma locutionis qui se compose de 3 types d'éléments, donc les vocables, donc un vocabulaire, mais aussi des règles pour les construire et des règles pour les prononcer. C'est les 3 éléments. C'était ça le point avec Maria Corti. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un langage, on peut dire, complet. On est encore dans une certaine forme de parler, de mode d'expression, une certaine forma locutionniste. À partir du moment où ça a été donné,
Les lèvres du premier homme fabriquèrent le premier idioma. Là, on est idioma, c'est idione. Roger Bacon, à l'époque, le glosse beaucoup là-dessus. Idione, c'est-à-dire c'est vraiment un idiome propre à un peuple. C'est ça l'idioma. Par contre, verbum, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Alors, tu vois, tu disais, par exemple, quand on regarde, c'est là que moi, je suis vraiment partie sur ça. Enfin, j'étais en train de travailler avec Barbara Cassin sur le dictionnaire des intraduisibles, donc les questions de langage, avec Alain de Libera d'ailleurs. Donc, évidemment, les questions de terminologie, quand j'ai lu l'article de Tavoni, je me suis dit, mais il a absolument raison. Il faut regarder que locutio, idioma, etc. Or, quand on regarde l'article de Mengaldo dans l'Encyclopédia dantesca et dans sa traduction, pour lui, c'est tout du langage. Si on lit les termes, si on lit langage, si on lit langue, si on lit parole, on donne un sens différent à ce traité. Et donc moi, je suis vraiment repartie de l'idée qu'il y avait locutio, ce que disait Tavoni, locutio, idioma, puis volgare. Il y a loquela qui est un petit peu difficile, et puis après, dans le livre 2, on passe à autre chose. Mais tu n'as pas verbum. Verbum, c'est un autre champ. Dans les textes sur la locution angélica, on parle du verbum, évidemment, en théologie, on parle du verbum. Mais ce n'est pas tellement son problème, Adam. Pourquoi ? C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il dit que les anges ne parlent pas. Parce qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est la locutio des hommes dans la cité comme signe sensible et rationnel. Il y a un recommencement à côté d'un édifice théologique qu'il maîtrise, mais il y a un pur recommencement sur des bases naturalistes. Oui, parce qu'il y a une concentration. Mais il n'est pas le seul à l'époque. C'est ça qui est intéressant. C'est les commentaires sur la politique, les commentaires de grammaire, etc. Mais c'est parce qu'il s'intéresse à l'échange par le langage et au rôle du langage dans la cité. Il faudrait reprendre dans la Commedia où il y a eu des tas de travaux là-dessus, c'est un autre rapport au langage. Mais là, on est dans le banquet, on est dans une certaine constellation de questionnement à ce moment-là. Ça ne veut pas dire que tout est absent, mais ça n'aurait presque pas sa place dans le De Vulgare. Qu'est-ce que tu penses de l'annonce faite à Marie ? Parce qu'il faut bien que Gabriel, il parle pour transmettre l'enfant qui au demeurant sera le Verbe à Marie. Comment on peut se donner un point de vue dantesque sur cet épisode ? Est-ce que tu as réfléchi ? Non, j'ai pas réfléchi parce que j'ai lu des commentaires. Toutes ces choses-là sur les. Si on regarde, enfin moi je n'ai pas de point de vue sur comment ça s'est vraiment passé. Non, non, je plaisante. Mais les choses s'interrogent. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que si on lit, il faut lire les médiévaux. Enfin, c'est des scolastiques, c'est des gens qui adorent réfléchir à des questions comme ça. Dans quelle langue Dieu a parlé et Dieu a créé et Dieu a dit au commencement, qui sait, il a parlé en quelle langue, il a parlé à qui? Alors vous avez des tas d'éléments. Nous, on avait remarqué avec Rudi d'ailleurs qu'il n'y avait pas la Pentecôte dans la Reductio ad unum. C'est intéressant. Mais en quelle langue il a parlé? Augustin, dans quelle langue il a parlé? Il a parlé aux hommes dans quelle langue? Alors, évidemment, il y a ce moment miraculeux de la Pentecôte. Ce qui est intéressant parce que c'est, pour certains auteurs, on l'avait rapproché d'Olivier dans un article qu'on a écrit avec Rudi Barr. Olivier, il y a le moment miraculeux de la Pentecôte. C'est-à-dire la Reductio ad unum, c'est un moment. Sauf que la Pentecôte, c'est un moment unique, ponctuel, miraculeux, alors que lui, il cherche une Reductio ad unum qui ne soit pas de l'ordre du miracle. Tu vois? Donc en fait, il faut aussi regarder. C'est là. Enfin, moi, je suis pas dans tout. Je suis pas une vraie spécialiste, mais c'est vrai que quand on regarde les textes de philosophie du langage au Moyen Âge et de théologie surtout, on a des éléments pour comprendre un peu ces réponses et y compris les questions qui se posent pas. Tu vois? Oui, c'est ce silence effectivement de poids. Alors à propos d'un silence qui a du poids, il y a le beau. Est-ce que vous voulez intervenir? Moi, je suis extrêmement frappé par l'intuition que Dante a eue de ce que Freud a découvert à la fin du 19e avec la néothénie, qui est exprimée très très clairement par Dante, tout ce que vous avez formulé tout à l'heure, à savoir que l'homme naît incomplet et a besoin de ses semblables par le biais d'une langue pour créer un savoir substitutif à son manque. Freud, bien entendu, reprend l'idée de son manque pour essayer d'accéder à l'informulable, au réel qui ne peut se dire, dont Lacan parle beaucoup mieux encore que lui. Donc il y a là comme ça une espèce de généalogie du non-dit à travers le début de Dante qui me paraît mais fabuleuse. C'est Avicenne alors.
c'est Avicenne. C'est une idée qui reprend Avicenne. C'est pas... Qui reprend Avicenne, Enfin, lui, il la met dans un ensemble, mais Avicenne, c'est extrêmement important, ce passage d'Avicenne. L'idée que l'homme est insuffisant et qu'il ne peut pas se satisfaire, et cette idée qu'on a dans le De Regno Thomas d'Aquin, que pour pallier aux déficiences, puisque l'homme, aux déficiences humaines, Dieu lui a donné la raison. Et donc, grâce à la raison, il peut parler, il peut apprendre, il peut s'enseigner, il peut négocier avec les autres, il peut faire tout ce que la nature lui a pas donné. Donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ces chapitres 2 et 3, c'est-à-dire que entre l'instinct et la raison, les animaux, ils ont l'instinct, mais ils n'ont pas besoin d'autre chose du coup, puisque par instinct, ils savent les choses, tandis que l'homme, il a eu la raison pour pallier ses déficiences. Et le langage, vous avez raison d'y insister, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ce passage d'Avicenne, il est extrêmement important, extrêmement riche, et il y a deux lectures, je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment deux lectures de la politique. Si vous lisez le premier chapitre de la politique d'Aristote sur le rapport entre le langage et la naturalité du langage, c'est vraiment par rapport aux valeurs morales. C'est ça qui caractérise l'homme et que les animaux n'auraient pas, ils n'ont pas besoin d'échanger, etc. Mais c'est une autre lecture, cette lecture des besoins. Et c'est formidable si vous lisez les chapitres du De Regimine Principium, et ça, il l'a cité Dante, c'est pour ça que ce n'est pas une invention. D'abord, instinct et raison, enfin, c'est des termes qu'on retrouve dans les textes trop nombreux pour qu'il les ait réinventés, mais il cite le De Regimine Principium de Gilles de Rome, et on a cette traduction italienne, et on a le Compagnevole qui arrive ici, avec le langage et la vie politique, et la sufficienza, le manque d'autosuffisance de l'homme qui fait qu'il a besoin de parler aux autres. C'est pour ça que le langage est essentiel dans cette conception politique. Je crois que sur ce traité, ça m'a un peu vexé, je vous dirais, j'ai dû avoir un seul compte-rendu. Pourtant, j'ai parlé en italien et je dois dire que mes hypothèses sont passées, donc ça va, je suis contente. J'ai un compte-rendu qui m'a dit que j'avais une lecture trop politique du De Vulgari. Bon, bah écoutez, je sais pas. Mais madame, si je peux me permettre une deuxième question, une intervention, ce que je viens de dire par rapport à l'apport d'Avicenne repris par Dante, dans le cadre de la contrainte théologique, il impose une espèce de vision naturaliste qui est tout à fait prégnante, mais qu'est-ce qui fait qu'il ne va pas jusqu'au bout d'une topique élémentaire qui consiste, bien entendu, à imaginer que déjà à l'époque en Italie, on savait que la Grèce, l'Afrique du Nord, les pays du Nord, on en avait déjà une perception instinctive, au moins, que peut-être il y avait d'autres pays ou d'autres langues. Oui, bah, il en parle. Et pourquoi? L'hébreu, le grec et le latin. Oui. Donc, comment se fait-il que cette polyculture, entre guillemets, linguistique, n'ait pas été envisagée? Elle l'est envisagée. Je ne l'ai pas dit. Quand il dit que justement les chapitres sur la dispersion, la deuxième narration de Babel, quand il dit que les hommes se sont dispersés en 3 branches, il y a 3 aires, il y a l'Asie, etc. Il y a 3 aires géographiques avec des langues, et dans chacune de ces aires géographiques, il y a des divisions. Si, bien sûr. Non, ils le connaissaient, les médiévaux. Hein. Et moi, j'ai souvent comparé 2 auteurs qui n'ont par ailleurs pas de rapport, mais qui ont quelques points communs, mais qui sont absolument en désaccord sur la conception du langage, avec Roger Bacon. Il connaissait des choses sur le monde. Roger Bacon avait été en relation avec Guillaume de Roubroux, qui était parti en Chine, il avait des idées sur les caractères chinois, etc. Non, il connaissait. Par contre, alors là, c'est un problème un peu spéculatif, on peut dire, qui est que ça va bien pour l'Italie, toutes ces choses de la réduction ad unum, parce qu'on a un vulgaire italien qui est constitué à partir des meilleurs poètes de... Bon, d'accord. Par contre, ça va quand on en reste au niveau de la nation italienne. Quand on passe à l'Empire, parce que puisqu'on a toutes ces civilitates imbriquées, donc vous avez la famille, le quartier, la ville, le royaume, De Vulgari, il est dans le royaume, et puis après, à partir du banquet, dans la Commedia et dans la monarchie, il a l'Empire. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'il aurait fait, Dante? Il y a eu des spéculations là-dessus dans les commentaires de la monarchie que je trouve vraiment intéressantes. Qu'est-ce que ça aurait pu être la langue de l'Empire? Là, il n'y avait plus de possibilité. Alors, on a dit parfois, ça aurait pu être le latin. Non, par définition, parce que le latin est une langue savante. Enfin, pour des tas de raisons, ça ne pouvait pas être le latin. Puis, ça n'aurait pas été... Si ça avait été le latin, ce vulgaire illustre de l'Empire n'aurait pas été optimum in genere suo,
parce qu'il n'y a pas de genre pour tous ces langages. Et donc là, je ne sais pas où il aurait été. Il a peut-être arrêté dans la monarchie de parler de langue, alors qu'il en avait tellement parlé avant, parce qu'il n'avait peut-être pas de solution. Bon, ça, c'est une petite aporie, mais bon, on peut pas... Le sicilien, ça n'aurait pas été mal. Alors, il y a un dossier, là, on l'a déjà, donc on s'est heurté au dossier du naturalisme de Dante. Il y a un autre dossier que tu as évoqué, qui est proprement écrasant et extraordinaire, c'est la mutation dans les noms de Dieu. C'est-à-dire que, pour le dire brutalement, la vraie parole est perdue, puisque on est passé d'un I qu'il vers 134 qu'on a au tableau, on est passé d'un nom qu'il prononce, mais en réalité il n'est plus en acte, puisqu'il est pour nous toujours déjà perdu, et nous ne pouvons nous se le forger qu'à partir de elle. Donc, est-ce que tu as des sources kabbalistiques ou des sources juives qui nous éclairent sur le caractère imprononçable du nom de Dieu, qui viendrait éclairer cette mutation divine qui s'affiche au tableau? Ben, je les ai cherchés, on avait travaillé avec Giacomo Gambale, et puis après j'ai continué sur les sources juives et les sources musulmanes, d'ailleurs, sur ces questions-là. Enfin, je ne peux pas reprendre ça là, c'est un peu compliqué. C'est d'autant plus compliqué qu'on est dans la comédia, parce qu'on se dit finalement ces ombres, ils parlent quelle langue? Elles parlent quelle langue? Si elles n'ont pas de corps, comment elles n'ont pas de son? Comment elles peuvent former des sons sans corps? Il n'y a pas vraiment... Tout le passage où il explique que Dieu même peut parler parce qu'il a une telle toute-puissance qu'il peut agencer des éléments naturels, comme l'orage produit ça, j'ai pas... Oui, ça, il y a tout ce passage, donc on pourrait dire qu'il y a un agencement de la glotte fantomatique qui s'effectue par des raisons naturelles. Il fait bouger les éléments de sorte que ça produit des sons. D'ailleurs, c'est quelque chose que dit Gilles de Rome pour le langage des anges. Il dit fait bouger les éléments et ça les anime et ça fait des... Enroué pour cette raison peut-être. C'est-à-dire que le fameux Fioco est une sorte de naturalisme d'une langue forgée. Mais là, on est vraiment dans une autre dimension. C'est compliqué avec ces sources-là. Ça a été tenté. Il y a eu pas mal de travaux. Moi, ce que j'avais surtout regardé dans ces sources-là, c'était ce que j'avais repéré, c'était la question d'oubli de la langue pour Babel. C'est une jolie idée. Il y a eu plusieurs articles là-dessus et j'avais regardé avec des collègues hébraïsants. Cette idée de l'oubli de la première langue comme punition, c'est quand même une belle idée. Et puis j'avais regardé... en fait, il faut toujours penser dans tous ces textes, mais on sort un peu dedans. Ce qui est intéressant, y compris pour en faire quelque chose de... anthropologiquement, je dirais intéressant, le rapport entre l'unité et la diversité, c'est-à-dire savoir si l'unité est meilleure et puis elle est perdue par le péché ou si c'est le contraire. Et j'avais été regarder donc le rapport entre, si je puis dire, Adam et Babel dans les sources juives et chrétiennes médiévales. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a des textes dans la tradition musulmane où la diversité, elle est à l'origine. Et ensuite, le nom de Dieu, tu veux dire? En général du langage. Ah oui. J'avais regardé ces sources kabbalistiques. Le dernier article où j'ai essayé de critiquer, que j'ai écrit, où j'ai un peu essayé de critiquer, je l'ai intitulé Ni modiste ni kabbaliste. Là, j'ai vraiment pris Maria Corti, etc. Et il y a des choses, il y a des liens. Le lien avec alors, moi, enfin bon, c'est compliqué. Il y a eu des débats sur l'origine du langage à Bologne quand il y était, donc il a pu y être. Il y a Aboulafia. Enfin bon, il y a un certain nombre d'auteurs qu'on peut citer. La chose la plus différente que je pense par rapport à la tradition kabbalistique, c'est que dans la tradition kabbalistique, avec d'ailleurs cette idée de dispersion, il y a un lien entre la langue première, quelle que soit la façon dont elle est pensée. C'est vraiment une matrice linguistique. Marie Corti disait que la langue d'Adam, la première langue, c'est une espèce de matrice pour les langues. Les autres, non, parce qu'il y a une rupture. C'est pour ça que j'ai insisté. Babel, il marque une rupture. Après, l'homme, il réinvente, il repart de zéro. Dieu lui donne cet idiome tripartite. À partir de cet idiome tripartite, il crée ses vulgaires. Tu sais, puisque les ouvriers... Oui, mais il n'y a aucun lien. On garde oui, mais il y a deux métiers. Je suis d'accord, mais sauf qu'il n'y a aucun lien entre ces trois narrations de Babel. C'est un vrai problème. Tu as raison. Il garde une certaine forme d'unité, mais après il n'en parle plus. Par contre, moi j'ai beaucoup insisté en effet sur cette ce que j'appelle la troisième narration, chapitre 9, parce qu'il fait écho au banquet et que c'est à partir de celui-là
qu'il enchaîne sur le vulgaire illustre, etc. Et là, on voit bien qu'il y a une rupture totale. Alors que dans la tradition kabbalistique, ne serait-ce que parce qu'il faut bien que par jeu sur les lettres, etc., on puisse remonter à la langue première, il n'y a pas de rupture. Et donc ça, c'est quand même une différence. C'est pour ça que je ne lis pas. Enfin, on a eu des disputes à Rome avec Giorgio Stabile, avec des amis. Pour lui, enfin, cette idée du retour à la langue première, du retour à l'unum,